RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner au podcast After Italy parce que oui, vous pouvez le faire désormais, on est sur toutes les plateformes et pour ne rater aucun épisode et tout simplement mettre une note, écrire un petit commentaire, une bonne note, oui, on s'abonne, une bonne note, tout ça. Bien sûr. Parce que vous le savez, chaque semaine on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec Loïc Moreau qui est donc là évidemment comme chaque jeudi. Salut Lolo. Salut bon Jérôme. Et avec Daniele Manoussia, notre drôle de dame italienne. Salut Daniele. Salut à toutes et à tous, vous êtes confort sur les canapés hein, Ah si très. Elle est pas mal cette configuration, ça te plaît ou pas? Oui, pas mal. Vous avez l'air bien tranquille. Ouais. Nous c'est confortable, j'avoue. Mais j'ai assorti ma chemise en plus pour l'occasion au canapé. Pour ceux qui nous écoutent, parce que donc oui, pour elle est podcast, grise. nous sommes, elle est grise et nous sommes assis sur des canapés et non pas sur les chaises habituelles hautes, les chaises de bar dans notre petit studio habituel. Daniel, tu t'es coupé les cheveux, toi, je crois, pour ceux qui nous regardent. Oui, Il est parce beau que gosse, c'était trop long. Allez, aujourd'hui, gros plan sur une Juventus qui galère. 7 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Un mercato d'été pour le moment raté. Un entraîneur Igor Tudor sur la sellette. Qu'est-ce qui cloche chez la vieille dame? Réponse tout de suite dans l'After Italy. Et on va commencer d'abord par la situation comptable qui ne s'est pas améliorée après la défaite en Ligue des Champions hier soir, Lolo. Non, et puis c'est vrai qu'elle n'est pas catastrophique cette situation comptable. Si tu regardes notamment le classement de Serie A, tu vois que la Juventus est 7ème. Alors, dit comme ça, forcément, ça fait un peu peur, mais elle n'est qu'à 4 points du leader, l'AC Milan, 3 points du deuxième, l'Inter, et de tout ce petit groupetto là avec Naples et la Roma. Donc, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le feu au final. C'est juste qu'effectivement, la Juve, toute compétition confondue, elle est quand même sur 7 matchs sans victoire, 5 nuls et 2 défaites. Ça lui était plus arrivé depuis plus de 15 ans, depuis avril-mai 2009 sous l'égide de Claudio Ranieri. Donc c'est vrai que c'est paradoxal parce que la Juve a très bien démarré ce championnat et derrière ça cale et du coup on se demande en fait quels sont les problèmes de la Juve. Daniele, cette série à l'époque donc de 2009 de 7 matchs sans victoire, ça avait coûté sa place à Claudio Ranieri d'ailleurs, hein. Oui, la Juventus elle est habituée à gagner 7 matchs de suite. C'est pas normal cette situation. Et je pense que là, Tudor, il a pu sortir de Madrid avec le sourire en disant que ils avaient bien joué, ils méritaient peut-être le match nul. Parce que la Juventus elle a changé ses ambitions dans les dernières années. Elle vient des saisons assez difficiles, voire pitoyables des fois, avec des moments vraiment très très critiques. Donc je pense que c'est encore une équipe qu'elle doit sortir. On est très très loin du niveau de 2009-2010, au début du siècle. Que disent les indicateurs statistiques sur le niveau de performance de la Juve au-delà du classement et donc de la situation comptable en Serie A? C'est peut-être ce qui est un petit peu inquiétant aussi, parce que des fois on se réfugie un peu dans les chiffres, même quand les performances sont pas terribles. Bon, des fois les chiffres sont là pour rassurer un petit peu. Et là ils sont pas tellement rassurants ces chiffres-là, parce que en termes d'attaque, la Juve est 8ème en Serie A. Si on regarde les expected goals, donc par rapport à la qualité des occasions qui se procurent, ils sont 12e. C'est grave, donc là c'est quand même t'es assez loin. Ils ont le plus faible ratio XG par tir, c'est-à-dire que leurs tirs sont vraiment pas dangereux. En termes de possession, on retrouve quelques indicateurs, on va dire auxquels on était habitué sous Igor Tudor, notamment la possession. C'est vrai que 4e en possession, 3e en récupération haute, donc il y a un certain pressing, mais défensivement c'est pas fifou non plus. On est sur la 5e défense de Serie A, et en XG subi, donc là pareil, la qualité des occasions qui sont laissées à l'adversaire, on est 9e. Donc comme disait Daniele, en fait ce sont des chiffres qui sont plutôt moyens pour un club qui vise l'excellence, et ça c'est un petit peu inquiétant. Daniele, qu'est-ce qui te choque le plus toi quand tu regardes jouer la Juventus cette saison? C'est la difficulté à marquer des buts, parce que elle va avec la difficulté des Tudor à trouver un système de jeu fixe. Contre Madrid, il a joué avec une défense à 5 et
on va dire, 2 attaquants, même s'il y avait Yildiz qui a été décalé par rapport à Vlahovic. Jusqu'ici, il avait joué avec 2 numéros 10 derrière un attaquant. Il avait essayé un 4-3-3 avec Yildiz et Conceição très sur les côtés. Donc voilà, on voit que Tudor, il a du mal à trouver pas seulement les joueurs offensifs en qui il peut avoir confiance, mais aussi une identité et un système de jeu cohérent, quoi, sur la durée. Donc et c'est pourtant, un manque d'identité surtout. Et pourtant, la Juventus semblait s'être renforcée. Quand on a vu le mercato d'été, on s'est dit, tiens, il y a au moins un joli coup à faire sur un joueur libre, Jonathan David, et puis il y a de l'argent qui a aussi été dépensé. Ah oui, clairement. Ça, pour le coup, l'argent, il est là. Hein, et il a été dépensé. Il est dépensé en masse depuis déjà 3-4 ans, mais avec beaucoup de ratés, en fait. C'est les erreurs de casting qui plombent un peu aussi cette Juve. Et effectivement, si on regarde les recrues de l'été, c'est qualité. Loïs Openda, on le connaît. Il a joué à Lens, il a joué en Ligue 1. On sait à quel point il a du talent. Alors, c'est un prêt avec option d'achat obligatoire, donc qui va coûter quand même 44 millions d'euros à la Juventus. Donc, c'est un gros investissement. Et le problème, c'est que voilà, c'est pas un joueur qui a été désiré par Igor Tudor, et c'est un joueur qui est arrivé en toute fin de mercato. Donc, et c'est un joueur qui joue plus du tout. Donc, Edon Zegrova, lui, c'est pareil, on le connaît par cœur. Il vient de Lille, il est arrivé pour 15 millions. Le problème, c'est plutôt la fiabilité de son physique à Zegrova. C'est qu'il est souvent blessé, et là, depuis le début de saison, il a été souvent. João Mario, qui est arrivé de Porto, donc pour 13 millions d'euros à peu près, qui lui non plus ne joue pas. Pierre Kaloulou, qui est plutôt défenseur central, c'est lui qui joue plutôt piston dans le système de Tudor. Et tu l'as dit, Jonathan David, qui à la base arrive libre. Alors certes, il a un gros salaire, on en reparlera, mais qui apparaît, et qui lui est arrivé très tôt dans le mercato, qui apparaissait entre guillemets comme le remplaçant désigné de Dusan Vlahovic, qui était censé partir, sauf que Vlahovic il n'est pas parti, et sauf que ça fait du coup embouteillage devant. Et sur le mercato, du coup, l'entraîneur Igor Tudor a allumé indirectement son président Damien Comolli. C'était après la défaite à Côme le week-end dernier en Serie A. Ce sera un match difficile car ils ont effectivement dépensé beaucoup d'argent pour recruter des joueurs intéressants, comme vous l'avez dit. Il est également intéressant de noter que tous leurs joueurs ont été spécialement choisis par leur entraîneur, ce qui est rare au cours d'une saison. C'est formidable pour eux. C'était donc avant le match à Côme, et il en a remis une couche, je crois, après, en vraiment laissant entendre que lui n'avait pas été à l'origine du recrutement. Il a raison de se plaindre, Daniele. Igor Tudor, il n'a vraiment pas été consulté sur les choix qui ont été faits l'été dernier à Turin. Mais ça, c'est difficile de savoir. La Juventus, elle a changé aussi les cadres. Il y a Daniel Comolli qui est arrivé, Modesto. Mais peut-être que voilà, il n'a pas été assez consulté. En même temps, on sait que Tudor, a priori, il ne devait pas être l'entraîneur de la Juventus cette année. Ils attendaient Antonio Conte après la saison à Naples, et c'est Antonio Conte qui a décidé de rester à Naples. Et donc, la Juventus, elle a décidé de garder Tudor. Donc, Tudor, je pense qu'il doit se contenter d'être l'entraîneur de la Juventus et du mercato qu'il a fait la Juventus. C'est vrai que par exemple, ils ont dépensé plus de 100 millions, mais la Juventus aussi, c'est toujours l'équipe la plus riche du championnat. Et les joueurs qui sont arrivés, c'est pas des joueurs n'importe lesquels. C'est pas comme s'ils avaient pris des occasions, ou des joueurs lambda pris parce qu'il y avait des occasions dans les marchés, ou parce qu'on connaissait les procurateurs. C'était l'ami de l'ami de l'ami, comme souvent ça se passe en Italie. Ils ont allé chercher des joueurs qui avaient quand même un niveau considérable, et avec qui, en plus, Tudor, il pouvait faire a priori son jeu. Parce que je continue à penser que l'équipe, elle est adapte au jeu de Tudor. La chose qui m'avait pensé au début de saison, que la Juventus, elle aurait pu bien faire cette saison. Les difficultés qu'il y a en ces moments, je pense, ça vient pas du mercato. Ça, pour moi, c'est sûr. La compo de la Juve, justement, comment elle joue cette équipe sous Igor Tudor? Tu en as déjà un petit peu parlé, Lolo, mais le 11, à quoi il ressemble véritablement? Alors déjà, le schéma, il est plutôt classique, sous Tudor, on sait, défense à 3, donc c'est un 3-4-2-1, on va dire. Et pour détailler ce que disait Daniele, donc effectivement, une équipe de qualité, dit Gregorio, dans les buts, une défense, on va dire, la défense centrale, voilà, c'est peut-être ce qui est, on va dire, le moins clinquant, avec Gatti, Bremer qui était, entre guillemets, la recrue, puisqu'on sait qu'il s'était fait
fait les croisés. Il avait été absent longtemps et son retour était forcément accueilli avec beaucoup de joie du côté de Turin. Manque de bol, bam, il s'est blessé, donc là pour l'instant il va être absent, je crois pendant une durée d'1 mois à peu près. Il est censé revenir fin novembre. On a Kelly aussi, l'anglais, qui complète la défense à 3. Au milieu de terrain, Pierre Kaloulou, donc on l'a dit, il a été avancé un petit peu. Il peut jouer aussi troisième central. Exactement, mais là il est plutôt piston droit, avec Cambiaso, l'international italien, qui est piston gauche. Un double pivot, Thuram Locatelli, c'est quand même pas mal, deux joueurs de talent. Et effectivement, devant, donc 2-10 en général, on va dire, qui joue derrière l'attaquant. Yildiz, qui est la pépite, l'une des pépites de Serie A, et Francisco Conceição, le fils de Sergio, qui là, pour le coup, avait été prêté l'année dernière par Porto. Il a été acheté définitivement. C'était un souhait de Tudor qui a été réalisé. Et devant, c'est censé être... On a mis Jonathan David, mais en fait... ça peut être Vlahovic, ça pourrait être aussi Openda, sauf que ça ne l'est pas, mais c'est pas très lisible en fait de savoir qui est l'attaquant numéro 1 dans la hiérarchie aux yeux d'Igor Tudor. On va parler des problèmes en attaque plus spécifiquement et rentrer vraiment dans le détail du manque de performance des attaquants de la Juve, mais juste un petit mot, Daniele, quand même, sur la nouvelle blessure de Bremer. On a l'impression aussi que ça coïncide avec l'inclinaison de la courbe des résultats de la Juve. En fait, c'est un peu aussi le joueur clé quand même. Oui, c'est sûr que une grosse partie de la solidité de la Juventus en début de saison venait du fait que Bremer il était rentré sur le terrain, et c'est un leader aussi au niveau du caractère, de la personnalité. Là, la Juventus elle fait confiance à Rugani, qui vient d'avoir son contrat aussi renouvelé. D'ailleurs, il a bien joué contre Madrid. Il a même arrêté Mbappé dans une situation assez difficile où il aurait pu prendre la vitesse, et Rugani, il a bien choisi son timing. On parle bien du joueur qui avait été prêté au Stade Rennais fut un temps. Oui, mais Bremer, il manque forcément. Oui, forcément, Bremer, il manque. Mais je pense que, par exemple, dans la compo qu'on a fait tout à l'heure, le choix des Kaloulou, je pense, c'est significatif, parce que tu viens de le dire, Kaloulou, il peut jouer dans les trois derrière. De jouer avec Gatti et Kaloulou en même temps, et en plus avec Rugani ou Bremer, c'est un choix très défensif par Tudor, parce que il aurait Joao Mario, qui est un joueur un peu plus offensif, qui aime bien, avec la balle au pied, venir dans les terrains. Donc c'est la recherche d'un équilibre des Tudor que, par contre, moi, je pense, ça portait à cette stérilité. Les problèmes de la Juventus, pour le moment au moins, n'est pas défensif, n'est pas la solidité, la constance en défense, même s'ils ont pris beaucoup de buts, on le sait, contre l'Inter, le Borussia Dortmund, etc. Mais je pense que c'est surtout la stérilité offensive. Donc c'est entre les deux, le manque d'équilibre, le manque de périculosité offensive. Et Tudor, il n'arrive pas à résoudre cette solution. Quand il avait Bremer, il pouvait prendre des risques en plus et mettre Kaloulou à côté de Bremer et Joao Mario sur la droite, ou même un joueur encore plus offensif. Il avait mis McKennie aussi. Mais là, il est vraiment très très prudent dans sa compo. Ouais, ça se confirme, c'est très conservateur. Quand tu vois Kaloulou piston droit, tu te poses des questions et tu comprends mieux pourquoi la Juve est si basse en termes d'XG cette saison. On parle de l'attaque de la Juve justement, c'est dans quelques instants. Restez avec nous dans l'After Italy, on revient dans quelques secondes. On est de retour dans l'After Italy avec Loïc Moreau, avec Daniele Manussia. On continue à parler de cette Juventus en crise de résultats. 7 matchs consécutifs sans victoire, ça pourrait coûter sa place à Igor Tudor. On en parlera dans un instant. Mais d'abord, l'attaque donc qui pose question. Et d'ailleurs, il y a une stat qui est très, qui veut dire beaucoup de choses finalement. C'est quand on regarde qui tire le plus dans cette équipe, qui tire le plus au but. Oui, on l'a dit déjà, en termes de qualité de tir, on n'est pas au rendez-vous. Mais c'est vrai que quand on regarde l'identité même des tireurs, on se dit c'est un petit peu lunaire, on n'attend pas ces joueurs-là à ces hauteurs-là. Alors Kenan Yildiz, effectivement, on l'a dit, donc la petite pépite de la Juventus, c'est un peu normal, c'est logique, on va dire, de le retrouver en haut, mais derrière tu as quand même Kefren Thuram, 13 tirs, qui est devant Dusan Vlahovic avec 9 tirs, Toyn Koopmeiners, bon voilà, 9 tirs aussi, et Conceição à 9 tirs. Donc on n'a pas, à part Vlahovic, on n'a pas Jonathan David, on n'a pas Loïs Openda, on n'a pas les joueurs qu'on attend, entre guillemets, tout en haut de ce classement des tirs.
Et justement, si on rentre dans le détail des 4 joueurs qui sont censés être les plus offensifs et marquer le plus de buts sous le maillot de la Juve cette saison, qu'est-ce que ça donne concrètement dans le détail des statistiques, Lolo ? Ça donne pas grand-chose, puisque il y a pas de buteur justement, et c'est le problème de la Juve cette saison. C'est ce qu'évoquait Daniele. On regarde Dusan Vlahovic donc est le meilleur buteur parmi ces 4-là avec 2 buts. C'est celui qui a le meilleur ratio aussi de buts toutes les X minutes et qui est le plus dangereux en termes d'occasions créées. Jonathan David, effectivement, c'est assez limité. Un but, une passe D en 332 minutes de jeu. Et 5 tirs. Et en 5 tirs seulement. Et en 5 tirs seulement, exactement. Loïs Openda, il ne joue quasiment plus du tout. Donc, c'est aucun but, aucune passe décisive en 135 minutes de jeu en Serie A. Et Zegrova, on l'a dit, des problèmes physiques qui font qu'il a à peine une demi-heure de jeu dans les pattes, pas de but, passe D. C'est assez logique. Alors, c'est quoi ? C'est un problème de système ? C'est un problème de confiance ? C'est pas un problème de talent, en fait. Pourquoi cette attaque, elle est vraiment autant en souffrance, Daniele ? Parce que nous, on les connaît très bien, ces joueurs. Lolo le rappelait. Openda, il avait enchanté le stade Bollaert avec le Racing Club de Lens et en plus il a fait une première bonne saison à Leipzig. Jonathan David, il a quand même une énorme qualité, il a empilé les buts sous le maillot du LOSC. Zegrova, on sait aussi toute sa qualité. Vlahovic, n'en parlons pas. Alors pourquoi ça marche pas ? Je suis d'accord, c'est surtout un problème de gestion parce que pour Openda, on peut regarder la saison dernière où il avait marqué 13 buts. On peut dire que c'est pas beaucoup, mais c'est une exception parce que l'année d'avant, il avait marqué 28 buts, 21, 24 si on va dans les saisons passées. Jonathan David, il a jamais marqué moins de 25 buts. Donc là, il y a un problème. Vlahovic, le fait qu'il soit en gros les meilleurs en termes de performance, c'est plutôt qu'un bon signe, c'est le signe aussi d'un problème de gestion toujours parce que c'est un joueur qui ne devait pas jouer à la Juventus. On sait qu'ils ont essayé de le faire partir de toutes les manières, même après à l'AC Milan. Il est là, il montre quelquefois quelque chose de bon. Ils sont en train de dire qu'il a bien joué contre Madrid parce qu'il a eu la grosse occasion où il est parti en 104 mètres avec Militao qui lui courait derrière. Mais moi, je pense que c'est une grosse occasion ratée parce qu'il s'est excentré et il a tiré sur Courtois au lieu de marquer. Donc, il y a toujours deux. Et sur Openda et David et Zegrova, on n'en parle même pas parce qu'on ne comprend pas si c'est des problèmes physiques, si c'est un manque de confiance aussi. Mais là, il y a une gestion des Tudor, moi, je trouve très, 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 très débattable. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi il joue un et pas l'autre. On ne comprend pas pourquoi il joue un avec un certain système ou dans un certain match et un autre dans un match complètement différent. On ne comprend pas ses choix, en gros. Donc, je pense que des stats qu'on a montré, la plus significative, c'est la ratio XG pour tir. Ça veut dire que la Juventus, elle fait plutôt un volume de tirs plutôt que miser sur la qualité des tirs. Alors, si c'est le volume de tirs, ça veut dire on ne peut pas s'attendre que l'individu, le joueur, l'attaquant, fasse la différence, quelque chose en plus. Donc voilà, je pense que c'est ça. En tout cas, on n'est pas surpris de voir aussi les débuts plutôt compliqués. Jonathan David, il avait déjà vécu ça à l'époque au LOSC, Lolo, lors de ses premières semaines. Ouais, ça avait été un petit peu compliqué. Alors, on s'en souvient peut-être pas parce que, comme disait Daniele, forcément, le gars, il est à 25 buts par saison et c'est devenu un attaquant phare du championnat de France. Mais rappelez-vous, saison 2020-2021, il avait marqué un but et fait une passe décisive en 13 matchs. Ses 13 premiers matchs, sur ses 13 premiers matchs. Donc, et puis, on le sait, Jonathan David, ça a été souvent aussi le joueur qui sous-performait le plus en Ligue 1 parce que il savait se créer des occasions. Ça, en termes, Quentin Bernard nous le disait la semaine dernière dans l'After FC. C'est un joueur d'un talent exceptionnel qui sait se créer des occasions, qui a parfois pêche un petit peu à la finition. Mais là, effectivement, et je rejoins ce que disait Daniele, en fait, il y a eu aussi une confiance un peu brisée parce que au début, c'était lui le numéro 9. C'est lui qui devait jouer tout le temps à ce poste-là. Puis après, il est sorti Tudor l'a sorti du 11. Donc en fait, la confiance, elle a été brisée. Et forcément, les joueurs fonctionnent aussi au mental. Et du coup, Jonathan David, on sent que là, la confiance, elle semble rompue vis-à-vis d'Igor Tudor. Est-ce qu'il souffre, et il souffre du coup de la comparaison avec un attaquant qui avait bien marché la saison dernière, un attaquant français prêté par le Paris Saint-Germain? On en revient toujours au même. On disait au fonctionnement
fonctionnement entre Damien Comolli, donc qui est le nouvel homme fort. On a vu aussi tout à l'heure sur les images, pour ceux qui les ont regardés, François Modesto, qui est l'ancien joueur de Monaco, qui est aussi au club, et Igor Tudor. Et c'est vrai que ça n'a pas vraiment communiqué. Tudor avait dit, quand il a prolongé à la Juve, donc avant la Coupe du Monde des clubs, si je dis pas de bêtises, il avait dit « Moi, je veux que vous me sécurisiez Conceição et Randal Colomani. » Absolument. Colomani qui était prêté donc par le Paris Saint-Germain, et il l'a pas eu. Et effectivement, c'est Jonathan David, qui était un choix aussi de Damien Comolli, qui est arrivé. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, l'année dernière, Colomani, qui a fait donc 6 mois à la Juve, il était quasiment tout le temps titulaire, 80% de titularisation, ce qui n'est pas le cas de David, avec seulement 67%. Donc là, on parle de la Serie A. Il était buteur toutes les 145 minutes. Randal Colomani, c'est le double, enfin c'est 2 fois mieux que Jonathan David, buteur toutes les 331 minutes. Donc si on regarde effectivement tous les chiffres, même en termes de présence dans la surface, même en termes de dribble tenté, Randal Colomani, il apportait quelque chose de différent, quelque chose auquel Igor Tudor était attaché et que visiblement, il ne retrouve pas chez Jonathan David. Et en plus, pour l'instant, chez les Spurs, ça va pas très fort non plus, puisqu'il n'a que 3 petites entrées en jeu et même pas une mi-temps au total dans les jambes. Il y a aussi un problème de hiérarchie entre le terrain et le vestiaire, parce que David est le titulaire, on l'a dit, mais le mieux payé de loin, c'est Vlahovic. 12 millions d'euros de salaire net par an, avec une fin de contrat, heureusement pour la Juve, l'été prochain pour Vlahovic. C'est le double de Jonathan David. Mais la question, moi, que j'ai envie de te poser, Daniele, c'est pourquoi on ne les fait pas jouer ensemble ? David, il peut jouer avec Vlahovic, non ? Alors, a priori, David, quand il est arrivé, on disait qu'il aurait pu jouer aussi derrière le numéro 9, on va dire. Mais jusqu'ici, Tudor, il a fait jouer qu'une fois avec Openda dans cette position. C'est-à-dire, il y avait Ildiz à gauche, David à droite et Openda en attaquant contre Borussia Dortmund. D'ailleurs, ça n'avait pas très mal marché. Ils arrivaient dans les mouvements. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose de joli. Mais après, sinon, il n'a jamais essayé. Vlahovic, je viens de le dire, il a bien fait quand il est entré en jeu, mais il a beaucoup moins bien fait quand il était titulaire. Il n'arrive pas à jouer avec les autres. Jonathan David et Colomani, c'est des joueurs très différents physiquement. Colomani, il a eu un impact en Serie A, surtout pour son niveau physique, parce qu'il gagnait les duels physiques, parce que c'est aussi un bosseur, un attaquant bosseur qui se déplace beaucoup. Jonathan David, il se déplace beaucoup, mais il faut lui donner la balle dans l'espace. Et à la Juventus, il manque un joueur qui lui donne la balle dans l'espace. Les balles, elles arrivent presque toutes sur les pieds des Ildiz. C'est plutôt l'équipe des Ildiz. Donc, je pense qu'il y a un peu un problème d'intégration dans les systèmes de jeu. David et Vlahovic ensemble, moi je suis pas sûr qu'ils parlent la même langue footballistique, mais c'est vrai que David, il pouvait trouver un peu plus de place à côté d'Ildiz avec un autre attaquant à la place de Conceição, ou même à la place d'Ildiz avec Conceição, peut-être dans la deuxième mi-temps de quelques matchs, et on le voit pas très souvent dans cette position-là. L'homme qui ne parvient pas donc à ordonnancer tout ça, on en revient à lui, c'est l'entraîneur croate, l'ancien de l'OM, Igor Tudor. Est-ce que ces résultats en tant que coach de la Juve sont si mauvais que ça quand on les compare par exemple avec son prédécesseur ? Non, parce que encore une fois, sa mission à Tudor quand il est arrivé la saison passée, c'était de ramener la Juve en Champions League, et il y est parvenu. Et c'est pour ça qu'il a été confirmé aussi dans ses fonctions cet été. Et si on regarde son bilan, notamment par rapport à Thiago Motta, on est à peu près sur les mêmes temps de passage. Alors il y a un petit peu moins de matchs forcément pour Igor Tudor qui en a dirigé 22, mais on voit 45% de victoire contre 43 pour Motta. En termes de buts marqués, on est quasiment à 2 buts par match, c'est mieux que Thiago Motta. Effectivement, défensivement, c'est un petit peu moins bien, 1,3 buts encaissés par match contre 1,1 pour Thiago Motta. Mais voilà, Igor Tudor, c'est clairement pas un peintre. Il a montré qu'il était capable de faire de belles choses, mais je pense que la scission avec Damien Comolli, avec sa hiérarchie, elle est consommée, et c'est qu'une question de temps. Là, il y a un gros match qui arrive ce week-end contre la Lazio. C'est qu'une question de temps pour qu'il se fasse virer, parce que là, là, il y a des red flags partout. Le pauvre, je veux dire, là, il peut plus faire grand-chose. La mission Tudor va bientôt prendre fin. Ça y est, Daniele, qu'est-ce qu'on en dit en Italie ? On dit que son sort est déjà scellé à Igor Tudor ? Non, pas dans ces termes-là. Et on regarde plutôt la différence en classement avec Motta après les premières 7 matchs. On dit que Tudor, il a fait moins
moins bien en championnat, il a moins de points. Mais, ah oui, par rapport aux 7 premiers matchs de la saison dernière de Thiago Motta, d'accord. Ouais. Après, par contre, ce que moi je remarque, c'est qu'il est de plus en plus tendu dans ses propos aux médias, dans ses propos avant, après les matchs. Il se plaint beaucoup et il a l'air de quelqu'un que peut-être ils sont un peu chauffés son banc. Après, on n'a pas beaucoup d'autres données, c'est-à-dire la Juventus, elle parle pas de ça. Quelqu'un a fait sortir le nom de Palladino, mais dans ces cas-là, moi je me méfie toujours parce que ça, c'est peut-être l'entraîneur même qui fait sortir son propre nom parce qu'après ça devient une réalité, ça arrive. Hein. Et on a lu Spalletti et Mancini aussi, Daniele, c'est vrai ça ? C'est possible ? Ils ont un peu parlé de Spalletti. Oui, tout est possible. Sauf le retour de Motta. Même si, attention, Motta, il est encore en train d'être payé par la Juventus. Donc, les moments où la Juventus décide de s'en passer des Tudor, elle va avoir 2 entraîneurs à payer, plus le 3e qu'elle appelle. Donc, dans ces cas-là, pour des raisons économiques, d'ailleurs, il n'y a pas eu un seul entraîneur viré en Italie, je pense aussi pour des raisons économiques. Donc, les moments où la Juventus, elle vire un entraîneur, elle doit bien réfléchir Tudor, elle doit bien réfléchir s'il rappelait Tudor ou aller payer un 3e entraîneur. Et donc le match face à la Lazio ce week-end sera donc très important pour les Bianconeri. Merci Daniele, merci Lolo et on se retrouve évidemment très vite pour un nouvel After Italy. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes, mettez une note, un très bon commentaire et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. RMC After Italy.